Bonjour tout le monde, bon après-midi, bon matin si vous êtes de notre côté de l'océan. Donc, bienvenue à cette présentation sur Industrie 4.0 et les systèmes cyber physiques. Donc, on attend encore plusieurs participants aujourd'hui. On va attendre un petit peu que tout le monde se soit branché. Encore une fois, ce matin, je vais être accompagné de mon fidèle collègue et ami François-Xavier. Bonjour François-Xavier. Bonjour Christian, bonjour tout le monde. Je ne t'entends pas. Parle encore? Oui, Oui, c'est bon. non, c'est bon. C'est bon, parfait. Nous allons. Donc, François-Xavier va avoir beaucoup de travail aujourd'hui parce qu'il va devoir se promener pas mal avec la caméra pour vous montrer le système qui est derrière moi, qui est notre système CP Lab, qui va nous servir de démonstrateur pour les technologies de systèmes cyberphysiques pour l'industrie 4.0. Donc, en attendant que tout le monde se connecte, je vous rappelle, si c'est la première fois que vous êtes avec nous, que l'interface de GoToWebinar peut être un petit peu intimidante au départ. Vous avez quelques onglets, des barres grises que vous pouvez déployer en cliquant sur le petit triangle blanc qui est à gauche, situé à gauche. Ceux qui sont particulièrement d'intérêt pour vous, c'est l'onglet Documents à distribuer. Où vous allez voir, en fait, il n'est pas encore là, je vais vous le transférer, où il va avoir le PowerPoint de la présentation qu'on va utiliser aujourd'hui et aussi l'onglet questions dans lequel on vous demande, s'il vous plaît, de rédiger vos questions justement pour qu'on puisse y répondre. Donc, servez-vous plutôt de l'onglet questions que de l'onglet chat. Justement, je prends 30 secondes pour transférer, en fait, mon PowerPoint. Je vais te le transférer, FX. Et puis aussi, après ça, je vais vous présenter immédiatement après on va faire une introduction rapidement de la compagnie, Festo. Et puis après ça, bon, enfin, peut-être que ça aurait été mieux qu'on le fasse plus tard. Je suis désolé, ça aurait dû être fait avant. Je vais commencer à présenter la compagnie. Et puis, si tu peux... Non, mais malheureusement, on se sert du même ordinateur, donc ça ne fonctionne pas. Bon, alors je fais ça rapidement ici. Excusez-moi. Donc, ici... Et je te transfère ça ici. Voilà. Donc, on va commencer avec la présentation de Festo à l'instant. Parfait. Désolé de ce petit contretemps. On a eu des petits retards ce matin, imprévus. Donc, je vous présente l'horaire pour la journée. Donc, on va commencer justement par présenter Festo Didactique. Ensuite, on va faire un bref survol de l'industrie 4.0. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça requiert comme technologie? Ensuite, on va vous présenter globalement notre système cyberphysique Lab, CP Lab, pour que vous puissiez avoir une bonne idée de ce que ça peut faire. Puis ensuite, on va l'utiliser en faisant deux démos différentes. Une démo en faisant un processus manufacturier en mode défaut, parce qu'on va voir que le système supporte deux modes de fonctionnement différents. Puis une autre démonstration après en utilisant notre logiciel de Manufacturing Execution System, donc notre système de gestion d'exécution manufacturière dans un deuxième temps. Puis, on va terminer par une période de questions. Donc, très rapide de survol de Festo Didactique. Je suis désolé si ce n'est pas votre premier webinaire et que vous l'avez déjà vu. Je vais y aller rapidement. Donc, Festo Didactique est la branche didactique de Festo Automation.
Festo Automation, qui a été fondé en 1925 en Allemagne par M. Stoll. Et à l'origine, c'était pour fabriquer des outils pour travailler le bois. En 1955, Festo a commencé à intégrer dans ses propres usines les techniques de pneumatique, la technologie pneumatique, et il a commencé à fabriquer ça pour fournir ça à ses clients industriels aussi. En 1965, voyant qu'il y avait une grande demande de formation chez les technologues et techniciens dans l'industrie, Festo a décidé de partir sa branche didactique. Donc, on a fondé Festo Didactique en 1965 des systèmes d'enseignement des technologies des écoles et pour former les propres techniciens de Festo. En 2014, Festo Didactique a fusionné avec LabVolt, qui était une compagnie américano-canadienne qui, elle, existe depuis les années 50 pour fabriquer des systèmes didactiques, mais plutôt dans le domaine du génie électrique. Donc, en fusionnant Festo Didactique, qui était plus spécialisé dans le génie mécanique, et LabVolt, qui était spécialisé dans le génie électrique, on se trouvait à élargir énormément le portfolio de systèmes disponibles. Donc, suite à tout ça, c'est ce qui fait qu'en 2020, aujourd'hui, Festo Didactique est un des principaux fournisseurs de formation technique dans le domaine des technologies et de l'automatisation à l'échelle mondiale. Les principaux champs d'activité pour lesquels on fournit des systèmes didactiques, de la formation, des solutions d'enseignement, en fait, l'automatisation des usines, la régulation de procédés, fluidique, l'environnement, les énergies renouvelables, l'électronique, l'énergie électrique, télécommunications, radar, CVC, réfrigération. Mais pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, vraiment, on est en haut à gauche, automatisation des usines. Qui sommes-nous ici à Québec? On est la branche canadienne de Festo Didactique. Le bâtiment que vous voyez sur la photo, c'est d'où nous diffusons ce matin. Ce bâtiment est situé dans la ville de Québec, au Canada. Et c'est aussi l'endroit où les systèmes de la série LabVolt sont fabriqués. Donc, ce bâtiment contient aussi l'usine où les systèmes didactiques sont fabriqués. À droite, c'est l'équipe de formateurs que nous sommes. Donc, je vous parlais de mon collègue François-Xavier, qui est le garant au centre de la photo. Mon collègue et ami qui est aussi avec nous aussi ce matin, Gonzalo Mora, et qui est à gauche. Et moi, le petit à droite, Christian. On est toujours là pour vous aider dans l'apprentissage de nos systèmes. Donc, on va y aller maintenant avec un bref survol d'Industrie 4.0. On n'a pas de problème technique jusqu'à maintenant. FX, tout va bien? Non, c'est beau. On avait une question sur un webinaire précédent, mais c'est tout ce que je vois dans la boîte de questions. Parfait. Donc, on enchaîne. C'est une question à laquelle je devrais répondre ou tu t'en es chargé? Gonzalo s'en est chargé pour nous. Parfait. Parfait, merci. Donc, Industrie 4.0, un bref survol. Donc, je m'excuse toujours, ma présentation va être principalement en anglais parce qu'on présente dans différentes langues, donc on la garde en anglais, mais le commentaire est en français. Donc, quels sont les défis qui se présentent aux pays industrialisés au cours des prochaines années, dans les prochaines années? Mais on va prendre Festo comme exemple. Ce que vous voyez là, c'est un de nos cylindres pneumatiques qu'on fabrique régulièrement dans nos usines pour nos clients industriels. Sauf que ce cylindre-là a de multiples variantes. Il y a 5 diamètres différents de l'arbre du cylindre. Il y a 41 paramètres customisables à l'intérieur du cylindre en fonction des besoins du client industriel. Il y a la longueur du déplacement le terme exact en français, mais la longueur du déplacement du cylindre qui est de 1 à 2800 mm. Le type de filetage qui est utilisé aussi, de 1 à 70 mm. Donc, si on multiplie tous ces différents paramètres-là pour obtenir le nombre total de variantes qu'il y a de ce simple cylindre, on arrive à 200 000 combinaisons possibles. Donc, vous comprendrez que avoir une chaîne de montage qui est programmée, qui est configurée pour produire une seule de ces combinaisons-là, ça veut dire qu'il faudrait la changer très régulièrement pour obtenir les différentes configurations et ce n'est pas tellement pratique. Donc, l'idée d'avoir une chaîne de montage automatisée qui peut produire différentes variantes sans être modifiée physiquement est un grand avantage.
Ce qui nous amène à l'ère des systèmes cyberphysiques, justement, qui, plutôt que d'avoir des stations d'assemblage qui sont isolées, qui vont être programmées puis qui vont fonctionner en isolement du reste du système, on parle plutôt de stations de montage qui vont toutes être interconnectées. Et non seulement interconnectées entre elles, mais interconnectées avec un logiciel de gestion manufacturière et interconnectées avec le reste de la planète aussi à travers Internet. Donc, interconnectées avec les fournisseurs, avec les clients, avec les différentes applications de gestion qu'on peut retrouver sur le web, interconnectées avec les réseaux sociaux. Donc, un système qui est global et qui a accès à toute l'information dont il a besoin. Quand on regarde un système cyberphysique et qu'on le compare à son correspondant à l'ère de l'industrie 3.0, on va se rendre compte qu'il n'y a pas, visuellement, il ne semble pas avoir grande différence. Donc, ce que vous voyez à gauche, c'est le système une chaîne de montage automatisée de l'ère industrie 3.0. Et à droite de l'image, c'est le même système, mais configuré pour industrie 4.0. Donc, vous voyez que physiquement, il n'y a pas de différence apparente. Donc, si on regarde ce qui se passait à l'ère d'industrie 3.0, donc on avait chacune de nos stations qui était responsable d'une fonction particulière. La première station, fonction de distribution. La deuxième, fonction de perçage, fonction d'assemblage, fonction d'inspection par caméra, fonction de chauffage et finalement stockage. Si on passe du côté droit à industrie 4.0, on va voir qu'on a exactement les mêmes fonctions. Donc, pas grande différence ici. Sauf que, oups, il me manque, ouais, en fait, pas vraiment. Je m'attendais à avoir une autre image là, qui manque. Donc, ce qu'on voit, la petite différence, c'est qu'en haut à droite, on a eu l'icône qui est apparue de RFID et de système de commande informatisé. Donc, ce qui arrive maintenant, c'est que, et de un, chaque commande est identifiée individuellement par une puce RFID. C'est la méthode la plus commune maintenant qui est utilisée. Ça pourrait être un code barre aussi, mais il y a un moyen d'identifier chaque commande individuellement. Et on a un système de gestion d'exécution manufacturière, un MES, qui est en contact constant avec chacune des stations. De sorte que quand notre commande arrive à une station, par exemple la station de perçage, elle va lire l'identité de la pièce qui vient d'arriver, l'identité de la commande qui vient d'arriver, et elle va pouvoir demander au logiciel de gestion manufacturière, OK, que dois-je faire avec cette commande? Où dois-je faire les trous? Okay, pour cette commande particulière. Et le logiciel, connaissant le numéro de la commande, va pouvoir donner les bonnes indications à la station de perçage. Ainsi de suite, pour chacune des stations, elles vont être en contact constant avec le logiciel de gestion manufacturière. Et aussi, s'il y a quelque erreur que ce soit qui arrive au cours du processus de montage, d'assemblage, ça va pouvoir aussi être inscrit immédiatement dans le logiciel de gestion, de sorte qu'on va pouvoir tenir des bases de données des stations qui ont eu le plus grand nombre d'erreurs, le temps de latence moyen, le temps d'exécution moyen, le temps de transport entre chacune des stations. Donc, toutes ces informations-là vont pouvoir être enregistrées en temps réel pour toute notre chaîne de montage. Vous comprendrez qu'avec autant de technologies qui sont mises en œuvre dans un système industrie 4.0, ben, ça demande des compétences assez poussées dans plusieurs domaines pour les futurs techniciens. Alors, ce qu'on vous montre ici, c'est la charte des compétences des techniciens qui travaillent chez Festo que nous avons développée au cours des dernières années. Ce que vous voyez au centre, dans le centre de la figure en gris, c'est le niveau de compétence des techniciens qu'on avait chez Festo au moment où on a préparé cette charte il y a à peu près 3 ans. Et en bleu, c'est le niveau de compétence requis qu'on considérait qui était requis pour que les techniciens deviennent compétents à l'ère de l'industrie 4.0. Donc, vous voyez que dans tous les domaines, ça allait évoluer énormément. Donc, chacune des compétences, que ce soit du côté droit, les compétences plutôt les soft skills, les compétences humaines, la capacité d'apprentissage, l'initiative personnelle, capacité de travailler en équipe multidisciplinaire, résolution de problèmes. Donc, tout ça doit être augmenté, toutes ces compétences doivent être grandement augmentées, ainsi que toutes les compétences techniques, que ce soit en RFID, en aptitude en informatique, robotique, capteur, mécatronique, etc.
Donc, on va se prendre maintenant pour se donner une idée de ce que ça peut représenter en termes d'automatisation, de transformation dans une usine pour passer de l'ère Industrie 3.0 à 4.0. On va prendre un cas fictif, OK, mais pas de temps fictif que ça. Sans doute que ça s'en vient assez rapidement chez McDonald's, l'automatisation des cuisines, mais pour l'instant, on considère ça comme étant un cas fictif. Qu'est-ce qui arriverait si McDonald's voulait automatiser ses cuisines? Bon, alors ce qu'on voit maintenant, c'est le client qui arrive et qui se présente devant un de ces kiosques automatisés qui va lui permettre de passer sa commande. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver dans la cuisine? On va retrouver évidemment une aire de stockage des cabarets, l'aire de production des burgers, l'aire de production des frites et des breuvages, la gestion des déchets. Donc, toutes ces fonctions-là qu'on retrouve actuellement dans toutes les cuisines McDonald's sur la planète et dans la majorité des restaurants sont toujours là, évidemment. Sauf que maintenant, au centre de tout ça, on va faire apparaître notre logiciel de gestion manufacturière, notre MES. Donc, grâce à lui, quand le client va passer sa commande à l'aide du kiosque de commande, la commande va être envoyée au logiciel de gestion manufacturière. Et c'est lui qui va s'occuper de communiquer avec, chacune des aires de la cuisine. Mais c'est aussi lui qui va rentrer en interaction avec le client. Donc, si par exemple, le client demande un McPoulet et que malheureusement, ce restaurant-là n'a plus de poulet disponible, ben, le logiciel de gestion manufacturière va tout de suite pouvoir vérifier si le stock est disponible et retourner au client, désolé, malheureusement, cet article n'est pas disponible pour le moment. Et par la suite aussi, ben, c'est ce logiciel-là qui va se charger de communiquer avec chacune des différentes fonctions dans la cuisine pour que tout s'organise dans un moment de la façon la plus efficace possible. Donc, c'est le logiciel de MES qui va s'assurer que le cabaret est fourni, que le bon burger avec les bonnes options commandées par le client est fourni, ainsi que le bon breuvage et que tout ça soit déposé dans le cabaret pour être envoyé au client. Et par la suite, évidemment, on va se charger de récupérer le cabaret et faire la gestion des déchets. Donc, le logiciel de gestion manufacturière, comme vous voyez, va permettre de produire, à l'aide d'une chaîne de montage automatisée, va permettre de produire des commandes personnalisées. Le client va pouvoir dire que dans son Big Mac, il va avoir double sauce, pas de laitue, ou il veut avoir des frites, mais tel format, pas de ketchup, etc. Donc, on va vraiment pouvoir adapter notre chaîne de montage automatisée à la demande spécifique du client. Des questions jusqu'à maintenant et fixes. Non, j'aurais aimé pouvoir te poser une question à ce moment-ci, mais j'imagine que ça arrivera un peu plus tard. Il ne faut surtout pas se gêner. Vous pouvez aller dans la boîte des questions, écrire la question quelle qu'elle soit, en lien avec le sujet d'aujourd'hui idéalement, et puis je vais la retransmettre, la reformuler pour que Christian puisse vous répondre. Oui, et j'ai une Merci, question Effix. qui vient Avant d'arriver d'enchaîner avec la présentation de CPLab, je veux juste conclure le sujet d'Industrie 4.0, la présentation d'Industrie 4.0. Je me suis rendu compte qu'il me manquait une diapositive que je voulais vous montrer sur l'évolution des différentes aires technologiques. Donc, pour ceux d'entre vous pour qui c'est nouveau le concept d'Industrie 4.0, sachez que la raison pour laquelle on appelle ça Industrie 4.0, c'est parce que c'est comme la quatrième ère de révolution industrielle. Les premières ayant été dominées par les machines à vapeur, les chaînes de montage automatisées. Ça, c'était la deuxième ère à l'époque de Ford, au début du 20e siècle. L'automatisation, au début des années 70, où on a commencé à utiliser des robots dans les usines. Ça, c'était Industrie 3.0, la troisième ère. On ne l'appelait pas Industrie 3.0 à l'époque. Et finalement, la quatrième ère de révolution industrielle, c'est la quatrième révolution industrielle, c'est Industrie 4.0, avec la possibilité d'interconnecter toutes ces chaînes de montage automatisées avec un logiciel de gestion manufacturière. Ce qui nous amène à notre système cyberphysique CPLab. Donc, ce que vous voyez, c'est une vue du dessus. Je vais te demander, s'il te plaît, de nous donner une image de la caméra aussi FX avec les deux.
Parfait. Donc, ce que vous voyez sur la diapositive de PowerPoint, le transparent, c'est le système vu du dessus. Donc, vous voyez que c'est un système qui peut être composé d'un nombre variable de stations. Alors, présentement, la variante que vous voyez, c'est un 8 stations. Donc, il y a une station à gauche, une station à droite, et entre les deux, il y a deux bras de 3 stations chacune. Mais évidemment, c'est un système configurable, donc il peut s'acheter en configuration de 4 stations, 6, 8, 10 stations. Donc, toutes ces différentes configurations-là existent et chaque station qui fait partie de la configuration, vous pouvez la choisir ou prendre la configuration standard pour ce nombre de stations-là. Donc, à l'image ici, vous voyez la configuration 8 stations standard et sur la caméra, le système que je vais utiliser aujourd'hui qui est à côté de moi ici. Oui, on va passer à la caméra. Donc, c'est la configuration 6 stations que j'ai ici à côté de moi. Puis, en fait, c'est une configuration non standard dans ce cas-ci. C'est la configuration que j'ai montée pour la présentation d'aujourd'hui. Donc, on va faire le tour dans un instant de chacune des stations, voir quelles sont les différentes fonctions qu'elles exécutent. Mais le but de CPLab, évidemment, c'est d'enseigner les principes d'industrie 4.0. Donc, il ne suffit pas d'avoir une chaîne de montage. Il faut que cette chaîne de montage-là chacune des stations soit interreliée et qu'elle soit en communication constante avec un logiciel de gestion manufacturière, ce qui est le cas ici. À ma droite, ici, j'ai un ordinateur sur lequel roule le logiciel de gestion manufacturière en question, juste ici. Et je vais m'en servir dans un instant pour passer des commandes automatisées sur le système. Donc, là, c'est là maintenant que FX, tu vas commencer à te promener avec la caméra. Oui, là, en fait, là, rapidement, je vais vous montrer rapidement ce qui s'en vient dans la présentation PowerPoint que vous allez retrouver quand FX, l'as-tu déjà transféré le fichier? Parfait. Merci. Donc, FX vous a mis disponible le PowerPoint dans la section fichiers à distribuer. Donc, je vous invite à télécharger ce fichier d'ici la fin du webinaire parce que sinon, vous n'y aurez plus accès après. Donc, je vais vous montrer rapidement ici sur le PowerPoint ce que vous allez retrouver. Puis après ça, on va passer à la station comme telle, aux stations comme telles pour les regarder. Donc, on va parler d'abord du système de Pallet Transfer System, le système de transfert de palettes, qui est le même qu'on retrouve sur chacune des stations. Donc, on va s'y attarder un peu parce que c'est assez important ce qu'on retrouve là-dedans. Chacune des stations dispose aussi d'une interface homme-machine avec un petit cinématique de Siemens, touch panel. Donc, on va aussi regarder ça en détail ensemble. On va traiter de nos transporteurs et des palettes, donc qu'est-ce qui est utilisé pour transporter nos commandes d'une station à l'autre. Et puis ensuite, on va présenter chacune des stations qui sont dans la configuration que j'ai ici à côté de moi. Donc, l'application de magazine qui va distribuer le couvercle du dessous pour nos téléphones cellulaires. On va voir que ce qu'on fabrique, c'est des téléphones cellulaires. Notre station de mesure qui va s'assurer qu'on est conforme, que notre pièce est conforme au requis. La station de perçage qui va venir percer des trous dans le couvercle pour faire l'assemblage par la suite. Notre station Pick by Light, qui est la station qui nous permet de venir intégrer la participation d'un opérateur humain. Ce n'est pas nécessaire. Il y a différentes configurations, comme je vous disais, de ces stations-là. La configuration que j'ai choisie contient cette station qui nécessite l'opération humaine, mais c'est possible d'avoir une chaîne entièrement automatisée. La presse pneumatique qui va venir pousser les deux couvercles et les souder ensemble. Et finalement, la station de sortie qui va nous permettre de livrer la commande qui a été préparée. Donc maintenant, on va regarder ça plus en détail, s'il te plaît, FX, en s'approchant ici. Si tu peux réussir à avoir de près le convoyeur. Parfait.
Donc, ce que vous voyez ici, la partie du bas, qui est tout ça ici, c'est ce qu'on appelle notre système de transfert de palettes. Et c'est un système qui est le même sur chacune des stations, comme je vous disais. Donc, en dessous, on retrouve le PLC, Siemens, qui est responsable de gérer l'ensemble de la station. Et l'ensemble de la station, en fait, comprend deux parties. Le système de transfert de palettes, qui, comme je vous disais, est le même pour toutes les stations, et l'application qui est sur le dessus, qui, elle, varie d'une station à l'autre. Donc, le même PLC va gérer, il y a deux cartes d'entrée, deux cartes de sortie pour gérer et le système le convoyeur et l'application. On a aussi une carte IO-Link pour communiquer avec les différents capteurs, les différents actionneurs qu'on a présents dans le système. Le convoyeur lui-même, comme vous voyez, bon, c'est un convoyeur standard, sauf qu'il y a quelques petites choses intéressantes à noter. Sur ce convoyeur-là, ce convoyeur-ci, on a un capteur capacitif à chacune des extrémités. Alors, le capteur capacitif qu'on retrouve à chacune des extrémités du convoyeur va nous permettre de venir détecter des situations d'embouteillage. Donc, si jamais il y a une station qui ne fournit pas à la demande, les palettes vont commencer à s'accumuler ici et vont évidemment déclencher le capteur capacitif. Donc, on va savoir qu'on a une situation d'embouteillage et on va pouvoir réagir à ça. Mais ce qui est surtout très important pour notre convoyeur, c'est le système qui nous permet d'identifier ici chacune des commandes. Merci. Fixe. Donc, tout d'abord, vous allez voir qu'on a un bloqueur ici. Alors, le bloqueur qui est ici, c'est ce qui va nous permettre de... Il est difficile à actionner à la main, OK? Mais vous voyez que ça monte et ça descend. C'est ce qui va venir bloquer la palette dans son déplacement, donc la faire stopper à la station pour qu'on puisse la traiter et par la suite la laisser passer. Et on a aussi les deux systèmes qui nous permettent d'identifier la commande qui se présente à nous. Alors, pour que vous compreniez bien, je vais maintenant vous montrer un de nos transporteurs. Donc, voilà ici. Ça ici, c'est ce qu'on appelle le transporteur. Il est en deux pièces, en fait. Sur le dessus, ici, on a la palette. Ça, c'est ce qu'on appelle la palette qui peut être enlevée. Et en dessous, on a notre transporteur. Donc, le transporteur, il y a une identification pour les humains, pour qu'on soit capable de le lire. Il y a un code barre qui peut être lu aussi, mais ce n'est pas de ça dont le système se sert pour identifier les commandes. Le système va se servir de ce qui est en dessous ici pour identifier les commandes. Donc, on a deux systèmes d'identification parallèles qui existent. Un système binaire à 4 digits, si vous voulez, à 4 chiffres, qui va nous permettre d'identifier jusqu'à 16 possibilités différentes, 2 puissance 4. Donc, on pourrait avoir jusqu'à 16 palettes différentes en venant insérer tout simplement des petits goujons de métal dans chacun dans un ou l'autre des trous pour correspondre au code binaire. Et ce sont ces identifiants-là qui vont être lus ici par nos têtes de lecture inductives, les 4 têtes de lecture inductives qui sont ici. Donc ça, c'est une façon d'identifier. C'était l'ancienne façon qu'on utilisait pour identifier nos commandes. Mais depuis que la technologie RFID a pris son envol, maintenant, on utilise RFID dans nos systèmes aussi. Donc, vous pouvez voir ici la grosse tête ronde vert pâle. C'est notre tête de lecture écriture RFID qui est là. Et elle va parfaitement s'aligner, évidemment, quand la palette va s'arrêter avec notre puce RFID qui est située ici. Donc, on va venir lire l'information qui est contenue et aussi écrire sur cette puce RFID-là selon les besoins. Donc, la palette arrive comme ça ici et s'arrête pour être lue. Donc, voilà pour le système de transfert de palette. L'interface homme-machine que vous avez ici. On va faire un petit zoom. Parfait. Donc, l'interface homme-machine qu'on a ici comprend vraiment plusieurs écrans. Évidemment, le but de la présentation, ce n'est pas de vous présenter chacun de ces écrans-là. C'est le système, c'est avec cette interface-là qu'on va pouvoir démarrer le système soit en mode configuration, en mode automatique, en mode manuel. C'est aussi ici qu'on va venir afficher les erreurs d'exécution et que l'opérateur va devoir venir donner son assentiment ou approuver l'erreur, si vous voulez. Et puis aussi, on va pouvoir tester les différentes entrées et sorties en passant dans différents modes ici sur l'écran. On va pouvoir venir passer en différents modes pour tester les entrées et sorties de notre système. Donc, on va se servir de ça dans un instant. Et finalement, je vais vous présenter
c'est aussi ici qu'on retrouve le bouton d'urgence pour arrêter la station et on peut l'arrêter, faire une réinitialisation aussi à partir de ça. Évidemment, notre interface est reliée à notre PLC. Et maintenant, je vais vous présenter rapidement chacune des stations et après ça, on va faire un petit exemple d'utilisation de ça. Donc, on va commencer par la première qui est ici, s'il te plaît, FX, qui est notre station numéro 1, on va dire. C'est la station magazine qui va fournir le couvercle du dessous de notre téléphone cellulaire. Donc, ce qu'on va fabriquer ensemble avec cette usine-là, ce qu'on simule, c'est la fabrication d'un téléphone cellulaire. Évidemment, on se cherche des excuses pour avoir des paramètres différents à produire dans notre commande, pour avoir une commande configurable. Donc, on a un couvercle du dessous. Dans notre cas, ils sont tous noirs, mais on pourrait avoir différentes stations comme ça qui livrent des couvercles de différentes couleurs. Donc, le couvercle du dessous qui est noir. Un petit circuit imprimé qu'on va pouvoir venir insérer dans notre téléphone. Et le couvercle du dessus, ici, qui peut être de différentes couleurs aussi. En général, il va être noir, mais là, on va voir que pour pouvoir faire des configurations différentes, on va pouvoir le fournir d'une autre couleur, qu'on va venir placer sur le dessus, et une station qui va venir j'ai juste les emboîter, merci, j'avais juste le mot clipper qui n'est pas tellement français, les emboîter l'un dans l'autre comme ça. Sur le circuit imprimé, on peut insérer un ou deux fusibles aussi pour donner différentes variantes, encore une fois, lorsqu'on passe la commande. Donc, c'est ce que le système simule ici. Donc, on commence avec notre station qui distribue le couvercle du dessous. Et en passant ce couvercle du dessous-là, vous allez voir ici qu'il y a comme une encavure dans le couvercle. Et c'est ce qui va permettre à notre station de mesure qui est juste en arrière de moi, la deuxième, de vérifier si le couvercle est bien orienté. Alors, est-ce que le couvercle est dans ce sens-là ou dans ce sens-là? Donc, basé sur cette encavure ici, notre station de mesure va pouvoir déterminer si le couvercle a la bonne profondeur et aussi la bonne orientation. Donc, je réinsère ça ici. Donc, le magasin de distribution qui va distribuer le premier couvercle. Station de mesure. Alors, comme je viens de vous le dire, celle-ci va avoir pour rôle de vérifier si le couvercle est dans la bonne orientation. Et on a une petite tour de signalement ici qui va venir nous indiquer, ah mon Dieu, mesdames et messieurs, on a notre première neige aujourd'hui, ce matin à Québec. Je ne sais pas si oui, FX peut vous montrer. On est ému. La première neige, c'est toujours émouvant. Donc, on a la première neige qui tombe ce matin à Québec. Vous avez ça en direct de chez vous au Maghreb, j'imagine, dans le confort et la chaleur de votre Maroc, Algérie, Tunisie. Donc, alors voilà, l'hiver est parti au Canada. Donc, station de mesure qui va nous indiquer avec les lumières ici si le couvercle est dans la bonne orientation, vert s'il l'est, évidemment, rouge s'il ne l'est pas, et jaune pendant que la station prend ses mesures. Troisième station, station de perçage. Donc, la station qui est ici, c'est une station de perçage qui, vous ne le verrez pas, mais elle a deux mèches qui sont en plastique en passant pour la sécurité pour les élèves, mais ça pourrait être des vraies mèches en métal qui percent des vrais trous. Mais là, ici, comme c'est un système éducatif, on veut être certain que les étudiants sont en sécurité. Donc, deux mèches qui vont s'abaisser en même temps pour percer à gauche du couvercle ou à droite du couvercle ou des deux côtés en fonction des besoins du client. La quatrième station, là, je ne sais pas si FX va être capable de se rendre ici avec la caméra. Oui. Difficilement, mais oui, on va faire des pieds et des mains pour la Donc, montrer. la quatrième station dont je vous parlais, qui est la station Pick by Light, avec un opérateur humain ici. Donc, j'ai 8 compartiments qui contiennent des couvercles de différentes couleurs, qui contiennent les circuits imprimés et qui contiennent des fusibles. Donc, l'opérateur humain va être ici et quand une commande va arriver, il va avoir à l'écran ici, va s'afficher ce que l'opérateur humain doit faire. Donc, quel couvercle doit être inséré, quel fusible, etc. Donc, opérateur humain. En passant, on a aussi une station robot qui remplace l'opérateur humain qui peut faire tout cet assemblage-là de façon automatisée.
Et finalement, la station pas finalement, il en reste deux. La cinquième station, c'est la station de presse pneumatique qui va venir pousser les deux couvercles l'un contre l'autre pour les emboîter l'un dans l'autre. Et finalement, la dernière station, la station de sortie. Donc, on a deux chutes. On a un manipulateur qui va venir prendre le téléphone qui a été fabriqué pour le livrer dans une chute ou dans l'autre. Et ça, c'est entièrement configurable. On va voir quand on passe la commande. On va pouvoir indiquer si on veut que ce soit livré dans une chute ou dans l'autre. Oui, en fait, oui, dans un instant. Souvent, on va se servir d'une chute pour les pièces défectueuses. Donc, s'il y a une pièce qui a mal été produite, elle va être rejetée dans une chute et les autres vont être dans l'autre chute. Mais par exemple, si on voulait simuler qu'on produit deux commandes pour deux clients différents, on pourrait livrer la commande d'un client dans une chute et de l'autre client dans l'autre chute. Parfait, oui. Donc, on va passer. Et on va vérifier si on a des questions avant d'enchaîner. Il y a Gonzalo qui avait potentiellement une question tantôt, je l'ai entendu, qui s'est manifesté. Sinon, dans la boîte en tant que telle, à ce moment-ci, je ne vois pas de nouvelles questions. Oui, il y a Gonzalo, une question. Salut tout le monde, bonjour. Oui, on profite de la neige. Je suis prêt pour aller faire du ski. Donc, la question, c'était la suivante. Est-ce qu'on a le matériel et les EMS disponibles en français? est-ce qu'on a le matériel et le MES disponible en français? C'est l'essentiel de la question, Christian. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, là, je t'entends, Christian. Parfait. Donc, est-ce qu'on a... tu peux répéter la question, s'il te plaît? Est-ce qu'on a du matériel en français? Oui, excusez-moi. Oui, donc j'ai passé rapidement tout à l'heure sur le PowerPoint qui était en anglais, mais oui, tous les manuels qui viennent avec ce système sont disponibles en français. Très bonne question. Parfait. Donc, on enchaîne avec le processus manufacturier en mode défaut. Donc, je vous disais que le système peut fonctionner soit en mode défaut, soit... Bon, ma petite cliquette ne fonctionne plus. Oups, c'est parce que... Soit en mode défaut, soit en mode MES, je crois. Ou en mode MES, voilà. Donc, en mode, là, ce qu'on vous montre ici, c'est un des écrans qu'on peut avoir sur notre interface homme-machine que je vous ai montré tout à l'heure. Et vous voyez qu'effectivement, le tableau qui est là est en deux sections. La section du haut dédiée au mode MES, la section du bas au mode défaut. Donc, dans le mode défaut qui nous intéresse présentement, vous voyez qu'il y a une section qui s'appelle, il y a un champ qui s'appelle State Code, le code d'état de la commande. Donc, c'est ici qu'on va venir inscrire un code qui correspond à finalement l'action qui doit être accomplie sur cette commande-là. On va se servir de code comme ça pour indiquer à la prochaine station qu'est-ce qu'elle doit faire pour cette commande-là. Et chaque code, chaque opération peut avoir besoin de certains paramètres pour être exécuté. Par exemple, la commande de perçage, on doit indiquer si on doit percer à droite, à gauche ou les deux côtés. Bien, on va se servir d'un des 4 paramètres que vous voyez en dessous pour indiquer, pour enregistrer sur la puce RFID la façon d'exécuter la prochaine opération. Comment on va indiquer ces valeurs-là dans la puce RFID? Bien, on va se servir d'une table de transition. Alors, ce que vous voyez là, c'est une table de transition qui, elle aussi, est un écran qu'on peut appeler sur l'interface homme-machine. Je peux, oui, ici, l'amener. Alors, je ne sais pas si tu peux avoir un gros plan là-dessus. Parfait. Donc, vous voyez la table de transition ici qu'on a à l'écran. Parfait, merci. Donc, à l'aide de cette table de transition-là, vous voyez que sur chacune des stations, on va pouvoir programmer 10 transitions possibles en disant, OK, si la commande qui arrive a ce chiffre-là comme code d'état, OK, donc si elle arrive avec le code 10 ou 20 ou 30, voici ce que je dois faire avec. Est-ce que je dois exécuter ma fonction avec quels paramètres? Et s'il y a une erreur lors de la production de cette opération-là, qu'est-ce que je vais inscrire comme code d'erreur sur... Oups, c'est moi qui ai fait ça.
qu'est-ce que je vais inscrire comme code d'erreur? Donc, tout ça peut être inscrit de façon manuelle sur chacune des stations. Là, vous allez dire, mais ça n'a rien d'Industrie 4.0 et vous avez raison. La raison pour laquelle on fournit ce mode-là avec le CP Lab, c'est qu'on veut on veut apprendre aux étudiants finalement quel est le rôle du MES. Qu'est-ce qu'il fait le MES, le logiciel de gestion manufacturière? Il fait exactement ça, mais de façon automatisée. Donc, il vérifie l'état des commandes et il va inscrire sur la puce RFID les prochaines opérations à exécuter en fonction de l'état actuel de la commande. Donc, j'avais l'intention de vous faire une petite démo en mode défaut, peut-être juste en fait vous montrer qu'est-ce qui arrive quand on a une commande qui se présente avec un certain code. Parfait. Donc, vous allez voir qu'ici, j'ai mis une palette qui est arrivée à ma station de mesure. Donc, normalement, il devrait y avoir un couvercle déjà de déposé sur la palette à cet endroit-là. Et la palette arrive ici. Donc, la première chose, c'est qu'on doit vérifier quel est l'état de cette palette-là. Donc, ici, je vais passer en mode défaut, justement, sur ma station. Et je vais aller dans la section Setup ici. Je ne sais pas si tu peux t'approcher et fixe avec la caméra. Parfait, je pense que oui, c'est lisible. Donc, vous allez voir qu'ici, dans la section mode défaut, dans lequel je suis présentement, on a tous des zéros qui sont inscrits. Parce que là, il faut que je demande à la station d'aller lire ce qui est inscrit sur la puce RFID pour savoir ce qui est contenu dessus. Donc, je vais peser sur le bouton Read ici. Et apparemment, tout ce qui est inscrit sur ma palette, ce sont des zéros comme ça. Donc, je peux venir changer le mode de code ici. Ah, c'est à cause que je suis pas en mode setup. Excusez-moi, je me mets en mode setup. Voilà. Et je reviens ici. Voilà. Read. OK. Donc là, maintenant, je vais pouvoir venir inscrire le code d'état que je veux. Donc, je vais venir peser ici sur State Code. Je vais rentrer, par exemple, 10. Et je vais faire Write. Donc, j'écris sur la puce RFID ce nouveau code-là que je viens d'indiquer, de sorte que maintenant, si je fais un read, une lecture, je vois que maintenant, c'est vraiment 10 qui est inscrit sur ma puce. Et là, je pourrais aller dans ma table de transition pour dire que quand une commande arrive avec le code 10, je devrais exécuter mon application. Dans ce cas-ci, c'est faire la mesure parce que je suis à la station de mesure. Et je devrais faire ça avec les paramètres suivants, 20, 30 et 10. Alors, ce que ces paramètres-là représentent pour la fonction de mesure, c'est qu'on vient dire à l'application de mesure quelles sont les valeurs de hauteur, de différence de hauteur qui sont importants à vérifier. Donc, on lui dit que normalement, entre les deux niveaux, il devrait y avoir une différence de 20 dixièmes de millimètre, donc 2 mm, que la valeur maximale tolérable, c'est 30 dixièmes et que la valeur minimale tolérable, c'est 10 dixièmes. Donc, si on tombe entre 10 dixièmes de millimètre et 30 dixièmes de millimètre, la station de mesure va approuver la pièce, va dire qu'elle correspond au requis. Donc, voilà pour ce qui est du mode par défaut. Donc, elle va faire sa mesure et là, je ne le roulerai pas en mode défaut parce qu'on n'aura pas le temps de faire les autres commandes, mais elle va faire sa mesure, va inscrire à la suite le bon code. Dans ce cas-ci, on pourrait écrire par exemple 20 pour qu'à la station suivante, on va vérifier à la station suivante, OK, est-ce que j'ai le code 20? Oui, ça veut dire que je dois percer et comment je dois percer. Donc, c'est comme ça que notre commande va passer d'une station à l'autre. Et ce qui est très intéressant pour les élèves, c'est que vous pouvez avoir des groupes d'élèves qui sont dédiés à chaque station et qui vont pouvoir programmer leur station. Puis après ça, on va essayer de faire produire une commande globale sur le système et chaque équipe va être responsable de sa partie de la commande. Maintenant, on va passer au mode qui est vraiment Industrie 4.0. Oui. Donc, avant de passer dans l'autre mode de MES, on a une très bonne question. Donc, ça dit, est-ce que le EMS de Festo est indispensable pour une configuration CPLAB? Est-ce qu'un client pourrait utiliser un autre EMS de notre fabricant?
ou pourra développer son propre MES? Merci. Merci, Gonzalo. C'est une très bonne question. Je n'ai pas conscience si un client a essayé d'utiliser un MES différent d'une autre. C'est certain qu'il y aurait beaucoup de travail à faire, mais il n'y a rien qui l'empêche parce que finalement, tout ce que le MES fait, c'est qu'il communique avec chacune des stations pour transférer des données, pour envoyer des données, il reçoit des données et tout ça, cette communication-là se fait par Ethernet. Donc, c'est simplement un lien Ethernet qu'on a avec chacun des PLC. Donc, si vous voulez écrire votre propre interface avec ces PLC-là pour aller lire les données qui sont inscrites dessus, vous avez les programmes des PLC entièrement fournis pour vous aussi. Donc, vous pouvez modifier les programmes des PLC. Vous avez accès aux données d'entrée-sortie de ces PLC-là et vous pouvez évidemment écrire votre propre configuration. Et pour ce qui est d'utiliser un MES d'une compagnie différente, ben là, je ne sais pas. Là, ça dépend comment eux ont écrit leur MES et à quel point ils sont flexibles au niveau de la gestion des entrées et sorties. Mais il est certain que c'est possible d'écrire son propre MES. Mais c'est sans doute un bon travail. Ça serait du bon travail pour des étudiants gradués. Contrôle et commande avec MES 4. Donc, très rapidement, qu'est-ce qu'un MES et quelle est sa fonction? Donc, ici, dans les différentes couches qu'on retrouve dans un réseau, dans une usine de production automatisée, on va retrouver tout au haut dans l'usine notre logiciel de notre ERP qui va gérer le Enterprise Resource Planning, qui va gérer la gestion des ressources dans l'entreprise. Donc, les clients, les stocks, les ressources humaines, les ressources financières, etc. Ça, c'est le domaine du ERP. En dessous, le logiciel de gestion manufacturière qui nous intéresse ici, lui, il est vraiment l'interface entre ce logiciel de gestion-là global de l'entreprise et le plancher de production, l'usine elle-même. Donc, c'est lui qui va prendre les commandes qui arrivent de l'ERP et qui va s'assurer qu'elles sont exécutées par la chaîne de montage automatisée. Donc, on est vraiment entre le système de gestion et les machines qui produisent. Après ça, on arrive au PLC, qui évidemment est celui qui est responsable d'exécuter chacune des fonctions à sa station. Et finalement, les différents devices qu'on va retrouver dans chacune des stations. Donc, le MES qu'on fournit chez Festo, on l'appelle MES 4. C'est un système éducationnel, donc évidemment, on ne s'est pas contenté de fournir des fonctions standards d'un MES, puisqu'on ne pouvait pas supposer que les écoles auraient leur propre ERP dans leur école. Donc, on a fourni des fonctions qui sont normalement dédiées à l'ERP dans notre MES. Donc, par exemple, dans notre MES, c'est possible de définir ses clients, la liste des clients, la liste des pièces à manufacturer, etc. Donc, il y a beaucoup des éléments qu'on retrouve normalement dans un ERP qu'on va retrouver dans notre MES pour que vous soyez indépendant, pour que ce soit une solution complète pour les écoles. Et oui, ce sont des instructions SQL qu'on utilise pour aller lire et écrire dans la base de données. Donc, c'est une base de données ouverte qui va vous donner entièrement accès à toutes les données de production. Et c'est là que c'est intéressant parce que, en général, les écoles qui vont acheter des CP Lab comme ça va être pour pousser dans le domaine du big data, de l'analyse des données, pour optimiser la chaîne de production, etc. Et ça nécessite normalement de l'intelligence artificielle, ce que Festo ne fournit pas. Nous ne fournissons pas une intelligence artificielle qui fait l'analyse de ces données-là parce qu'on suppose que c'est l'intérêt de l'école de développer leur propre solution. Mais ce qu'on vous donne, c'est l'ensemble de ces données-là dans une base de données facilement accessible. Microsoft Access, oui. Donc, je vais passer rapidement là-dessus parce que là, ce qu'on veut voir, c'est notre système en fonction. Donc, très rapidement ici, je vous montre un des écrans du MES parce qu'on va l'étudier plus en détail lors de notre prochaine présentation mercredi, le MES. Donc, ce qu'on présente ici, c'est l'écran de gestion des ressources, c'est-à-dire, dans ce cas-ci, des différentes stations qui sont disponibles. Donc, les différentes stations qui sont disponibles dans le CP Lab vont être indiquées par une lumière verte pour indiquer qu'elles sont branchées. On va voir aussi si elles sont en mode MES ou en mode défaut. On va voir si elles sont présentement occupées à faire une tâche ou non. On va voir si elles ont des codes d'erreur. Et on voit aussi l'adresse IP de chacun des PLC qui gère cette station-là. Donc, c'est très facile de gérer chacune
de nos ressources à partir de cet écran-là. Et maintenant, je vais demander à FX de passer à l'autre écran ici. Donc, caméra 4, s'il te plaît. La 4, voilà. Voilà, merci beaucoup. C'est celle-là? Non, c'est la 2. Mais comment ça, je vois rien ici? Ah, c'est le deuxième écran. C'est le deuxième écran, OK. Attends un petit peu, je veux avoir un seul écran ici. C'est bon. Parfait, merci. Donc, vous voyez ici l'écran de notre MES et ce dont je vous parlais ici, c'est l'écran des ressources que vous voyez présentement. Donc, vous voyez que justement, présentement, on me dit que seul le magasin est en mode MES. Donc, on va maintenant passer les autres stations en mode MES, FX et moi, et vous allez les voir devenir vertes l'une après l'autre. Il semblerait qu'il y ait un petit problème de communication, n'est-ce pas? Mon câble est encore bien branché ici. Il est encore bien branché là. Pourtant, il en voit une en mode MES. Donc, il devrait toutes les voir. Oui, celle-là ici est correcte. Tu y arrives-tu? Que se passe-t-il? Ah! On s'est fait jouer un tour pendant le week-end. Voilà. Ouais, un peu de troubleshooting. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut apprendre avec le système. Donc maintenant, vous voyez, il y avait un fil de débranché qui empêchait la communication de se faire. Donc maintenant, vous voyez les 6 stations dont on a fait le tour, qui sont disponibles en mode MES, qui sont en mode automatique, en mode MES. Et en rouge, on voit tout simplement 2 autres stations qui font partie de cette configuration logicielle-là ici, mais qui ne sont pas présentement branchées. Donc, d'ici, l'opérateur peut voir toutes les ressources qui sont disponibles. Ensuite, on va aller dans notre section où on va pouvoir gérer les commandes. Où on va pouvoir gérer les commandes et il y a différents types de commandes qu'on peut passer. On peut passer des commandes de production, c'est-à-dire des commandes qui vont nous permettre de produire des pièces qui sont des états partiels de développement d'une pièce pour prendre de l'avance. Donc, on pourrait, par exemple, produire le premier couvercle, prendre ses mesures et s'assurer que ça c'est bon et le stocker en attendant qu'une commande rentre. Donc, ça serait des commandes de production. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est de passer une commande de client. Donc, on va pouvoir venir commander un nouveau téléphone cellulaire et je vais m'assurer que FX est prêt à faire le suivi de la commande une fois qu'elle va être lancée. Donc, on va commander ici. Donc, vous voyez que quand on vient passer une commande, on doit spécifier ce qu'on veut construire. Donc, tout ce que vous voyez ici, on va le voir ensemble la semaine prochaine, pas la semaine prochaine, mais lors de la prochaine présentation mercredi. Tout ça sont des éléments que vous pouvez définir. Donc, ce sont les différents types de commandes qu'il est possible de passer. Donc, c'est l'équivalent, si vous voulez, chez McDonald's, d'avoir le choix entre un Big Mac ou un Mac poulet ou des croquettes. Donc, ici, ce sont les différents types de téléphones cellulaires qu'on peut produire avec cette chaîne de montage. Alors, ici, j'en ai créé une de ces nouvelles commandes, de ces commandes-là la semaine dernière que j'appelle la pièce customisée à 2 couleurs. Donc, on va avoir les 2 couvercles ne seront pas de la même couleur.
juste pour vous montrer que c'est possible de le faire. C'est pas nécessairement parce que c'est beau. Donc, ici, on va pouvoir venir indiquer si on veut avoir des fusibles ou pas dans la partie arrière de notre téléphone. Donc, je vais demander ici une fusible dans la partie arrière du circuit imprimé. Ensuite de ça, je vais pouvoir indiquer dans quelle des chutes je veux que le système livre la pièce. Donc, je vais lui dire de livrer ça dans la chute numéro 1 à la sortie. Le nombre de secondes que les deux couvercles doivent être pressés ensemble pour faire le soudage entre les deux pièces, l'assemblage des deux pièces. Ici, je vais venir pouvoir indiquer le couvercle arrière. Ça, c'est la couleur du couvercle arrière, c'est noir, c'est déjà défini. Le PCB, je ne veux pas de fusible en avant, juste en arrière. Pour le perçage, je veux que ce soit percé des deux côtés, à gauche et à droite. Vous allez voir ce que ça veut dire dans un instant. Ici, je peux indiquer les tolérances sur la profondeur de mes encoches dans le couvercle, donc 14, 26. Je vous ai parlé tantôt de 10, 20 et 30. Ici, on indique 14, 26 et 20 pour la différence moyenne. Et puis, finalement, mon couvercle avant, je vais demander un couvercle rouge, tiens. Un couvercle rouge et voilà. Parfait. Donc, je vais indiquer cette commande-là. Vous voyez que la commande apparaît ici. Tout ce qui me reste à faire maintenant, c'est de cliquer sur lancer la commande pour que le système commence à l'exécuter. Et c'est ce qu'on va voir à l'instant. Donc, tu peux passer maintenant en plein écran sur le système et je lance la commande. Oups, on a une pièce qui est bloquée ici. Ah non. Les stations se sont déplacées. Il y a vraiment quelqu'un qui a joué avec le système pendant le week-end. Donc, vous allez voir que la première palette qui va se présenter à la station de distribution au magazine va se faire livrer un couvercle. Voilà, le premier couvercle est livré. On va passer à la station de mesure et regarder la couleur de la tour de signalement. On est vert, jaune, on prend la mesure. Vert, c'est bon, on respecte la mesure. Est-ce que tu peux suivre la commande, FX, en t'en venant ici? Non, ça va être difficile. On est en train de percer les trous. La commande arrive ici à la station humaine, donc je vais faire l'opérateur humain ici, si tu veux. Parfait. Donc ici, vous ne voyez pas, mais j'ai devant moi des lumières qui s'allument pour m'indiquer qu'est-ce qui est requis et j'ai une image sur l'interface homme-machine qui m'indique ce que je dois faire. Donc là, ici, l'image me dit que je dois insérer le circuit imprimé. Donc, je vais chercher le circuit imprimé dans le bon tiroir. Et après ça, j'ai une lumière qui m'indique que je dois prendre un fusible ici. Donc, je vais prendre un fusible ici et je l'insère. L'opérateur humain voit qu'il faut qu'il insère ça dans la position arrière, telle que le client l'a demandé. On fait confirmer ici pour dire que j'ai bien fait ce que le système me demandait. Et ensuite, le système va me demander de mettre un couvercle rouge. Donc, je vais venir chercher le couvercle rouge que je vais mettre par-dessus mon téléphone ici. Parfait. Et je confirme que c'est fait. La commande continue jusqu'à la station de pressage, qui va venir appliquer une pression pour souder les deux couvercles ensemble. Et finalement, on arrive à la station de sortie. Donc, j'ai demandé à ce que le téléphone soit livré dans la chute de gauche, c'est-à-dire celle-ci. Et vous voyez que c'est effectivement ce qui arrive. Et j'ai un téléphone cellulaire entièrement fabriqué de façon automatisée qui répond à toutes les demandes que le client a faites. Évidemment, j'aurais pu demander un couvercle bleu avec 2 fusibles ou sans circuit imprimé ou bon, toutes les différentes configurations possibles qui sont disponibles avec le système. Donc, c'était cette introduction-là qu'on voulait vous faire de notre CP Lab. On arrive déjà à la fin de la présentation. Donc, vous voyez que c'est quand même un système très complet. C'est une usine automatisée que vous allez retrouver dans votre laboratoire. Et quand on parle d'usine, on parle vraiment
d'une usine parfaitement fonctionnelle et durable parce que les composantes qu'on retrouve dans ce système-là sont exactement les mêmes composantes qu'on vend à nos clients industriels. Les composantes pneumatiques, les capteurs, etc., ce sont exactement les mêmes composantes qui sont vendues aux clients industriels, mais dans un petit format, dans une chaîne de montage miniaturisée ici. Donc, ce sont des composantes qui vont durer dans votre laboratoire des dizaines d'années sans difficulté. Est-ce qu'on a des questions, FX? De mon côté, il n'y en a pas pour l'instant. Je ne sais pas si Gonzalo voulait en poser une à ce moment-ci. Non, de mon côté non plus. Et de mon côté non plus. C'est toutes les questions ont été répondues. Donc, tout est bien. Parfait. Ben, merci beaucoup encore une fois de votre soutien, chers collègues, et merci beaucoup à vous, mesdames et messieurs, d'avoir été avec nous ce matin. Donc, je dirais que la suite de cette présentation-là, normalement, chaque webinaire est indépendant, sauf que celui de mercredi, on peut vraiment dire que c'est la suite de celui d'aujourd'hui, où on va rentrer plus dans le détail dans notre MES, notre logiciel de gestion manufacturière, pour voir tout ce qui est possible de faire avec. Et on va parler aussi de quelques technologies avancées, l'Internet des objets et aussi la réalité augmentée pour voir comment on peut intégrer tout ça, toutes ces technologies-là avec notre système CPLab dans vos classes. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous et au plaisir de vous retrouver mercredi pour la suite de la présentation. Au revoir.